Mesdames, Messieurs, en adoptant puis en ratifiant l'accord de Paris sur le climat, qui entre en vigueur déjà ce jour, les pays ont pris des engagements qui fixent un cadre général à la lutte contre le réchauffement, un des grands défis du XXIe siècle. La COP 21 et après, c'est la question que tout le monde se pose et bien sûr c'est l'occasion pour nous de revenir sur cette conférence et d'ailleurs qui annonce le démarrage de la prochaine, d'ailleurs la conférence de Marrakech prévue donc pour du 7 au 18 novembre de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Sky, c'est l'émission Angle de vue. Les changements climatiques sont donc au menu de notre émission de ce jour pour rester donc collé à l'actualité. Dans un premier temps, nous ferons le bilan sommaire de la conférence de Paris, donc la COP 21. Et en second lieu, nous aborderons donc les attentes des OSC par rapport au sommet de Marrakech. Mais avant de retrouver donc le débat avec nos invités déjà sur ce plateau, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent, c'est le flash de l'information. En Côte d'Ivoire, il est interdit aux villageois vivant en bordure du parc du Mont Péco de travailler les champs qu'ils y avaient défrichés. Les agents jouent au chat et à la souris avec les occupants illégaux pour protéger une flore et une faune exceptionnelle, notamment des éléphants nains. Cette chaîne de montagne a été exploitée illégalement par des cultivateurs à la faveur de la crise politique qui a plongé la région dans l'anarchie. Dans une vallée brésilienne dévastée par un tsunami, debout après la rupture d'un barrage minier où 19 personnes ont péri, une vision incongrue des panneaux montrent des ouvriers souriant sous le slogan « Communiquer de manière positive ». Mais un an après la catastrophe de Samarco, une société détenue à part égale par deux géants miniers, il y a peu de choses sur lesquelles communiquer. Le Pérou a libéré 17 000 tortues de rivière à toche jaune dans le parc national Pacaya-Samiria. Chaque année, pendant un mois, les autorités péruviennes chargées de préserver les zones sauvages libèrent quelques 500 000 de ces tortues dans la région de Loreto, au nord du Pérou, afin de maintenir le niveau de cette espèce à l'état naturel. Nous recevons donc pour parler de la COP 21 et faire donc une brèche sur la COP 22 qui s'ouvre bientôt deux personnalités bien averties des questions de changement climatique. J'ai à mes côtés Christian Hunkanou, bien sûr le chargé de programme à JVE Bénin pour 10 jeunes volontaires pour l'environnement. Bonjour et merci donc d'être sur ce plateau pour partager avec nous vos réflexions. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'inviter sur votre plateau ce matin. Alors merci donc à vous. J'ai également avec moi Maoussé Kodjo Ntonji qui est le coordonnateur de projet changement climatique et directeur exécutif de l'ONDJV Bénin. Merci également d'être sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Voilà donc avant de retrouver nos invités pour la discussion, voici la virgule. Voilà, la 22e session de la conférence des parties, la COP 22 va se dérouler du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, c'est bien sûr au Maroc. Le Maroc a proposé donc d'accueillir cette conférence des parties. C'est la première fois que l'Afrique abrite une si grande rencontre dans le cadre des changements climatiques. Monsieur Routoudi, d'abord la conférence de Paris, qu'est-ce que on peut gagner en tant que pays africain aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses. Peut-être juste avant de répondre directement à votre question, l'Afrique reçoit la COP pour la troisième fois au moins, parce qu'il y a eu Durban en Afrique du Sud en 2010. Avant ça, il y a eu le Kenya. Et donc, l'Afrique est souvent au rendez-vous de ces différentes réunions. Et c'est un plaisir quand l'Afrique organise ces rendez-vous, parce que c'est des dizaines de personnes. On estime à un moment donné que l'Afrique abrite pour la première fois, parce qu'après le sommet de Paris, où les engagements véritablement ont été pris, c'est le premier sommet du genre sur le continent qui véritablement marque le départ de la mise en œuvre des assises. Et comme vous pouvez l'imaginer, à Paris, ça a été le bonheur, mais pour la société civile, ça a été aussi une petite déception. Le bonheur parce que quand on allait à Paris, il y a exactement bientôt un an, on était pessimiste. Personne ne croyait qu'on aurait enfin eu cet accord sur le climat. Mais ce qui s'est passé à Paris, on a vu la solidarité, grâce à la diplomatie bien entendu française que nous connaissons, mais aussi grâce à cet élan de solidarité au niveau mondial.
Vous savez, il y a quelques années, quand on parlait de changement climatique, c'était essentiellement les pays du Sud. C'était nous qui étions victimes d'inondations, de tremblements de terre, etc., etc. Mais aujourd'hui, les pays du Nord, eux-mêmes ont commencé par être sérieusement frappés par les effets pervers des changements climatiques. Ça a été le stimulus qui a permis donc de faire avancer les négociations. Les pays traditionnels qui avaient l'habitude de bouder les négociations ou d'opposer leur veto sortaient de crises climatiques. Ils étaient obligés, et leur opinion publique était donc favorable à faire avancer la question. Donc à Paris, nous avons obtenu quelque chose de formidable, c'est que des pays se mettent ensemble. C'est d'ailleurs le premier accord ayant réuni autant de pays. 195. 195, c'est du jamais vu. 195 pays d'accord sur un texte. C'est vrai, il y a eu beaucoup de compromis. Il y a eu même des compromissions dans certaines situations afin d'obtenir ce document. Donc, à Paris, on a eu quelque chose de formidable. Maintenant, dans le document en lui-même, je me rappelle il y a 6 ans, quand on était à Bamako pour la réunion des ministres de l'Environnement, la société civile demandait à ce qu'on puisse retenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré. À l'époque, c'était impossible. La société civile, vous êtes en train de rêver. Mais dans le document de Paris, eh bien, ces recommandations de la société civile ont été reprises par les ambassadeurs et se retrouvent dans ce texte de Paris. Donc ça, c'est les points positifs que nous avons. On va revenir donc au cours de l'émission au point négatif que vous avez donc relevé d'un temps à l'autre. Mais est-ce que, M. Nkanou, est-ce que vous pensez véritablement que les pays du Sud ont effectivement participé à l'accord de Paris et sont véritablement engagés également dans les causes? Oui, et pour continuer, donc dans l'idée qui est en train d'être développée, j'avoue que les pays du Sud ont effectivement participé. Parce que si nous avons pu obtenir donc l'objectif de 1,5 et travailler sur papier, même dans le document que nous avons obtenu dans l'accord, l'objectif dans l'article 2, il est bien dit que nous devrions donc limiter les émissions de gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius et travailler en sorte qu'à atteindre 1,5. C'est bien mentionné dans le document. Mais c'est cela vous êtes chargé de programme au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement. Est-ce que vous pensez que ces accords sont dans leur phase active? Parce qu'il ne faut pas ignorer que ce vendredi, déjà, ces accords entrent dans leur phase pratique. Est-ce que déjà, chez vous, dès votre retour au pays, vous avez noté ces changements qui ont commencé à donner l'espoir que les 1,5 degré seront atteints, ne serait-ce qu'au moins les 2? Le premier changement qu'il fallait noter et que nous avons déjà commencé donc par noter effectivement au niveau des pays, c'est que avant d'aller à Paris, il y a eu donc ce que nous avons donc appelé les contributions nationales. C'est l'outil sur lequel donc nous avions travaillé à Paris. C'est un document que tous les pays ont élaboré pour pouvoir donc exprimer leurs ambitions et les actions à mener pour réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Et tous les pays ont rédigé donc ce document. Et nous avons, au vu de l'analyse de ces documents, constaté que si on maintient en l'état les ambitions et les propositions qui sont faites par tous les pays, nous ne respecterons pas l'engagement qui a été pris donc à Paris. Nous nous situerons en dessus de 3 degrés Celsius, c'est-à-dire donc de 3 à 4 degrés Celsius. Et ce serait donc impossible de vivre dans de telles conditions. Et donc, il fallait très rapidement donc réviser ce document qui a été donc l'outil de travail à Paris. Et nous avons eu donc la promesse à Paris que tous les pays se sont engagés. Et le premier pays qui s'est engagé à Paris, c'est la France. Parce que c'est la France qui a accueilli la COP21. Vous avez eu également tout ce que la France a fait pour pouvoir mobiliser les États, pour pouvoir mobiliser les chefs d'État à participer à cette conférence. Et donc, très tôt à Paris, la France s'est engagée pour réviser son document de contribution en 2018. Et déjà pour le Bénin, nous nous sommes également engagés pour réviser ce document déjà en 2017. Et nous estimons que c'est déjà une grande avancée. Et sur cela, il faut continuer à travailler pour que toutes les décisions que nous avons eues à Paris soient donc concrétisées en action. Et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que nous, organisations de la société civile, nous pouvons accompagner dans leur mise en œuvre. Vous êtes dans un groupe de pression. Monsieur Ntoji, 1 an pratiquement après, tous les pays n'ont pas encore ratifié, par exemple, l'accord de Paris, qui a été salué. 495 ont participé. À la date d'aujourd'hui, pratiquement moins de 100 ont ratifié. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment engagé pour la même cause? Nous sommes déjà engagés. Parce que vous savez, l'accord de Paris remplace en réalité le protocole de Kyoto. Oui. Or, le protocole de Kyoto a mis 3 ans pour obtenir le quota lui permettant d'entrer en valeur. Aujourd'hui, avec l'accord de Paris, nous sommes
avec moins d'1 an. Et les 55 pays représentant les 55% des émissions de gaz à effet sont largement dépassés parce que jusqu'à hier, on était à 92 pays, moins de 100 comme vous dites, mais représentant quand même 65% des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a cet engagement qui est porté par les pays. Maintenant, comme nous disons, il faut aller vers de l'action. Le volet politique, l'engagement des politiques permettant donc de ratifier les documents, ça, nous l'avons. Maintenant, comment passer de ces documents à effectivement que la population qui se retrouve, je ne sais pas, comme nous disons au Bénin ici, à Tchoumi, au fin fond, qui ressentent le soleil, qui ressentent les inondations, puisse sentir qu'il y a un mieux-être, ça, le fossé est toujours là. Mais en termes de documents cadres permettant aujourd'hui de réguler les choses, je pense que les pays se sont engagés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 ans, les États-Unis n'étaient pas dans cette position-là. La Chine n'était pas dans cette position. L'Inde était de son côté, le Brésil était de son côté. Mais aujourd'hui, tous ces pays travaillent ensemble pour que cet accord-là soit une réussite. Je me rappelle l'ambassadeur Pershing. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cet engagement de leur part? D'abord, vous avez les contextes socio-économiques des pays qui changent. Vous connaissez le Brésil. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans les énergies renouvelables et ils veulent inonder les pays en voie de développement de leurs nouvelles innovations. C'est pourquoi tout le monde s'engage pour cet accord. C'est une vue de l'esprit. Mais en réalité, nous sommes en géopolitique. Et en géopolitique, aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Quand vous prenez les États-Unis, le président Obama, il est en fin de mandat. Tout à fait. Il n'a pas... C'est vrai, il veut que le Parti démocrate gagne. Mais aujourd'hui, il n'est plus bloqué par rapport à certaines choses. Les populations américaines, la Louisiane, etc., sont tout le temps victimes liées aux effets pervers des changements climatiques quelque part. L'opinion lui permet d'avancer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Vous prenez la France, dont on parle. Ces 3-4 dernières années, chaque année, c'est les pics de chaleur et après, les pics d'inondation. L'opinion publique est préparée. Vous prenez les autres pays. Donc, il y a ce décalage qui s'est produit et qui sont des éléments dont on ne parle pas souvent, mais qui ont permis d'aller plus vite que d'habitude. Ensuite, vous avez la diplomatie du pays qui a accueilli la COP21. Le président français s'était engagé. Même dans notre pays ici, le Bénin, si vous vous rappelez, il est venu, il en a parlé. Nous avons rencontré plusieurs ambassadeurs dans différents pays qui avaient comme mission durant les 6 derniers mois de l'année, eh bien, de faire une forme de pression diplomatique au niveau local. Donc, il y a tout ça là qui a concouru à cet engagement des pays. Mais ce qui est le plus important, comme nous disons encore une fois, c'est comment mettre en airsec tous ces éléments de cet accord pour que, à horizon 5-10 ans, eh bien, on puisse véritablement baisser. Parce qu'il y a un jeu de dupes qui se fait pendant qu'on parle d'accord, pendant qu'on parle d'avancée, mais il y a encore des solutions sales qui sont encore, qui continuent d'être exploitées, des chiffres d'affaires qui sont en train de doubler, des banques qui continuent de financer l'énergie fossile. Et c'est ces choses-là que nous essayons de dénoncer dans ces différents groupes de pression. Alors, 10 ans pour que l'obligation soit faite, pour que chaque pays puisse réviser cet accord, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop comme date? Non, ce n'est pas 10 ans, c'est d'abord... 2025. Oui, 2025, c'est fixé 2025, c'est en espérant que l'accord entre en vigueur en 2020. Mais là, l'accord entre en vigueur déjà aujourd'hui, comme vous le mentionnez dans votre introduction. Donc, il est demandé maintenant à ce que tous les pays révisent très tôt leur contribution. Donc, nous n'allons plus forcément à attendre 2025 pour réviser les contributions, ce document que nous avons élaboré tous en ce moment-là. C'est pourquoi très tôt, donc, le Bénin va réviser sa contribution déjà l'année prochaine, en 2017. La France révise son document en 2018. Et c'est comme cela, d'autres pays vont rapidement réviser leur accord parce que, comme nous le disons, l'enjeu aujourd'hui est de taille et tout le monde comprend que les conséquences des changements climatiques nous affectent tous. Aussi bien les pays contributeurs, nous pays qui ne mettons pas les gaz à effet de serre, le Bénin, c'est 0,02% d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on prend les 54 pays d'Afrique, c'est à peine 4%
d'émissions de gaz à effet de serre. Mais malgré ça, ils sont victimes. Malgré ça, nous sommes victimes. Et nous devons donc tous travailler. Nous ne devons pas dire, puisque nous ne sommes pas donc émetteurs de gaz à effet de serre, nous allons croiser les bras. C'est pourquoi dans l'accord que nous avons obtenu, sur les 29 articles, il y a des articles quand même très importants pour les pays comme les nôtres, les pays en voie de développement. Et c'est les articles, par exemple, qui mettent l'accent sur l'adaptation. Et pour l'adaptation, c'est des actions, vous le savez. Nous avons des actions d'adaptation chez nous. Et pour ces actions d'adaptation, nous avons besoin des questions de financement. Justement. Et ces questions ont été discutées également dans l'accord que nous avons obtenu à Paris. Mais est-ce que vous pensez que les pays développés sont aujourd'hui prêts à s'engager dans le financement des pays en voie de développement pour lutter contre le changement climatique? Je peux vous dire, de par ce que nous avons vécu à Paris, un engagement quand même affiché de la part des pays développés. L'accord a été adopté par, comme vous l'avez mentionné, 195 États. Aujourd'hui, c'est 192 États qui ont déjà signé. Lorsque cet accord a été ouvert donc à New York, au siège de New York pour la signature, 192 ont signé. Et nous sommes aujourd'hui à l'étape de 92 pays qui ont ratifié. Et c'est quand même un an, juste à peine. Nous estimons que c'est quand même un engagement assez affiché de la part de ces pays développés. Et des engagements financiers ont été pris également. Et nous, notre rôle, c'est toujours mettre l'accent sur ces engagements qui ont été donc pris par les pays développés pour que nous ne soyons pas véritablement à la traîne, pour que à l'évaluation, nous pouvons dire effectivement nous avons obtenu des financements pour nos actions d'adaptation dans les pays en voie de développement comme les nôtres. Monsieur Moutonji, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Est-ce que vous pensez que dans ce rôle d'assistanat, les pays en voie de développement pourront véritablement décoller et faire face également au changement climatique comme le prévoient ou le souhaitent les accords? Non, la réalité ici, c'est de sortir effectivement de ce cercle d'assistanat. La société civile, nous sommes clairs. Nous disons au pays d'abord, ressources additionnelles, qu'on arrête de faire du greenwashing. Le greenwashing, c'est-à-dire l'argent qu'on donnait par exemple aux pays en développement pour la santé, pour l'éducation, etc. On essaye de reverdir, c'est-à-dire dans un hôpital qu'on construit, on demande de planter des arbres et quelque part c'est comptabilisé comme de l'aide publique aussi dans le domaine des changements climatiques. C'est ce que nous refusons. Deuxième chose, ce que nous refusons, c'est que effectivement les ressources, l'aide publique à nos budgets soit réduite au profit du financement des changements climatiques ou de l'adaptation. Nous voulons un financement additionnel, c'est-à-dire des ressources supplémentaires. Alors, la difficulté, c'est que le monde traverse une crise économique. Où est-ce qu'il faut trouver ces ressources? C'est là où on parle de taxes sur les ressources, sur les transports aériens, sur les transports maritimes, etc. Maintenant, pour répondre directement à votre question, chaque pays doit pouvoir aussi mettre en place des structures de mobilisation de la ressource endogène. Le Bénin aujourd'hui fait cas d'école avec notre Fonds national pour l'environnement et le climat, dont les ressources sont abondées par les écotaxes. Maintenant, notre cheval de bataille, c'est que ces fonds qui sont mis en place à différents niveaux et dans différents pays puissent effectivement voir leurs ressources abondées, qu'ils puissent avoir accès à des guichets internationaux comme le Fonds d'adaptation, comme le Fonds vert pour le climat, et qu'effectivement, qu'ils aient des normes fiduciaires de gestion, de façon à ce qu'on puisse faire confiance à ces fonds-là. Donc, il n'est plus question de dire, enfin, de pointer l'index tout le temps vers ceux qui ont la dette historique, c'est-à-dire qui ont, comment dirais-je, qui ont pollué depuis 1800 et quelques, mais nous aussi aujourd'hui, nous devons faire attention aux options de développement que nous prenons en développant des actions de développement sobres en carbone et résilients. Ce qui fait que, de par nos petits efforts, à partir des écotaxes qu'on peut avoir, on pourra donc ainsi abonder ces fonds et faire face à nos questions d'adaptation. Voilà, vos questions d'adaptation, vous êtes le chargé donc de programme au niveau de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Je parle de M. Kanou. Alors, dites-nous, véritablement, depuis que vous avez quitté Paris et au Bénin en tant qu'organisation non gouvernementale, qu'est-ce qui est fait dans le cadre des adaptations? Dans le cadre de l'adaptation au Bénin, je dois avouer que beaucoup de choses se font. Ça, je l'avoue. Ça, c'est vague. Oui, c'est vague. De façon pratique, en tant qu'ONG. De façon pratique, de retour de Paris, il faut d'abord travailler en sorte que
ce que nous avons ramené de Paris comme conclusion soit donc apprécié, soit mis à la disposition des communautés. Donc il faut donc travailler, il faut donc divulgation, vulgarisation, travailler en sorte que les populations s'approprient d'abord. Il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que nous avons obtenu un accord à Paris et que dans cet accord, nous devons travailler en sorte que nous limitions les émissions de gaz à effet de serre en dessous de 2 degrés Celsius. Il faut que tout le monde comprenne que dans ce que nous avons obtenu à Paris, nous devons plus forcément attendre les ressources financières donc de l'extérieur et que nous devons également mobiliser à l'interne du financement pour notre adaptation, pour les projets d'adaptation que nous avons. Et aussi, il faut suffisamment investir dans les projets d'adaptation, les projets concrets d'adaptation. Ça, c'est important. Il faut investir dans ce que les ONG font aujourd'hui comme projet sur le terrain. Nous en avons beaucoup et nous avons travaillé en sorte que, aussi bien l'État comprenne que les ONG jouent un rôle important dans les actions d'adaptation au Bénin et que ces ONG doivent être donc assistées et accompagnées. Nous avons un certain nombre de documents qui sont élaborés au Bénin par le ministère de l'Environnement. Ces documents, il faut travailler en sorte que ces documents soient connus. Les résultats que proposent ces documents soient connus de l'ensemble de la population. Nous avons les communications nationales sur les changements climatiques qui sont donc élaborées chaque 4 ans au Bénin. Nous sommes à la 3e génération. La 3e communication est en train d'être élaborée actuellement. Dans ce document, il y a des solutions qui sont proposées. Il faut travailler en sorte que ces solutions soient effectivement mises en œuvre et mises à la disposition des communautés à la base. Et c'est ce que nous faisons. En plus des projets que nous mettons en œuvre, nous travaillons beaucoup plus sur les questions de sensibilisation également à l'endroit donc des communautés à la base. Donc pratiquement vous êtes resté dans le bureau à réfléchir, à peaufiner les stratégies pour y faire face. Alors, M. Moutonji, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on note, bon c'est vrai, vous l'avez souligné ici, que tous les pays sont aujourd'hui en tout cas sujets aux effets des changements climatiques. On ne va pas vous demander d'énumérer les cas dans votre pays, mais est-ce que vous pensez déjà aux stratégies appropriées à votre pays? Ah oui, comme l'a dit Christian, on a les documents. Le problème au Bénin, ce n'est pas les documents cadres qui manquent. Nous avons les documents. Quand nous prenons par exemple les différentes communications nationales, la première, la deuxième, elle identifie les zones les plus vulnérables aux différents aux effets pervers des changements climatiques. C'est le nord du pays et certaines zones du sud. Il y a des mesures qui peuvent être prises. Maintenant, il faut trouver de la ressource pour qu'elles soient prises. Je vous donne un exemple simple. Cotonou et environ, le sud du Bénin, on est sujet aux inondations récurrentes. Première action, on ne peut plus continuer de construire dans le nid de l'eau. Ça a été toujours dit, mais ça continue. Voilà. Et donc, c'est ça que nous attendons, nous, société civile. Que le gouvernement, que l'État, pouvoir régalien, prennent des actions fortes. Maintenant, les populations doivent être aussi prêtes à accepter. Parce que quand on va descendre avec des bulldozers et dire qu'il faut partir, il y aura des mesures d'accompagnement, il y aura des dédommagements, mais il faut être prêt à partir. Est-ce que vous avez sensibilisé les populations dans ce sens? Nous sommes dans ce sens. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple dans les zones de DJ 1, DJ 2. Les populations elles-mêmes, quand elles vous racontent le calvaire, vous êtes journaliste, je vous invite à aller là-bas avec vos caméras. On ne peut pas imaginer que c'est Cotonou, la capitale. Et pourtant, le jour où les pouvoirs publics disent, OK, il faut déguerpir, parce qu'on doit laisser l'eau là où elle doit être, vous allez sur des sols moins inondables. C'est les mêmes populations qui se soulèveront. Aujourd'hui, nous avons fait un travail. Mais est-ce qu'à ce niveau, vous ne pensez pas que le message ne passe pas? Le message ne passe pas parce qu'il manque une certaine cohérence entre l'action et les actes. Mais ça, c'est le rôle des ONG quand même d'accompagner l'État central. Ce n'est pas notre rôle. Mais le message de sensibilisation, c'est le vous. Rôle. Non. C'est le rôle de l'État central. Elle se fait accompagner par les ONG. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons mobilisé certains chefs quartiers qui font un travail de mobilisation auprès des populations. Nous avons fait ce travail il y a 6 mois, par exemple. Mais de 6 mois à aujourd'hui, les populations n'ont pas de visibilité. Ils ne savent pas, est-ce qu'effectivement le message que nous venons leur porter, est-ce que tout de suite on viendra les déguerpir, est-ce que tout de suite on va leur demander d'aller dans telle autre zone? Les populations sont dans cette léthargie. C'est pour ça que moi je dis, il faudrait que les documents qui ont été faits à coups de milliards dans ce pays puissent effectivement être mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez demandé, est-ce que dans notre pays, il y a la possibilité d'entrevoir quelque part un mieux-être dans ces différentes solutions? Je vous dis oui.
parce que les flux financiers liés au climat, tout le monde aujourd'hui est prêt à financer des projets qui respectent l'environnement, des projets liés au développement durable. Il suffit que nous nous mettions au travail, que nous sachions convertir les problèmes en initiatives, ces initiatives en projets, pour que les populations puissent commencer à sentir le mieux-être lié à ces éléments. Mais la meilleure personne, et ça c'est ce discours que je tiens aux populations quand nous allons les voir, la meilleure personne qui lutte contre les changements climatiques, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Lorsque par exemple aujourd'hui, je vais dans une boutique, je me mets à acheter, je ne sais pas, une boîte de lait. J'accepte qu'on me mette ça dans un sachet qu'on attache et qu'on le double dans un deuxième sachet plastique. Et que ces deux sachets plastiques se retrouvent dans la nature. Et dans la nature, ça va rentrer dans le sol. Et ça va empêcher, quelque part, l'eau de s'infiltrer. Nous allons accuser changement climatique, c'est vrai. Mais c'est d'abord nos propres effets. Donc ça fait partie déjà des conseils pratiques pour commencer par lutter contre... Donc, que chacun essaie de lutter à son niveau. Et après, ça va accompagner ce que font les décideurs. Chargé de programme au niveau de JVE, est-ce que vous pensez alors que la communication revêt donc un enjeu important dans le cadre de la sensibilisation des populations, surtout face au changement climatique? Si c'est le cas, qu'est-ce que JVE fait dans ce sens? C'est très important et c'est pourquoi nous saluons déjà votre initiative ce matin en nous invitant. Parce que ça passe donc dans les actions de sensibilisation que nous faisons. Parce que beaucoup vont suivre cette émission-là et seront donc au courant de ce que nous faisons. Et comme nous le disons déjà, c'est vrai, nous faisons avec les moyens que nous avons la sensibilisation. Mais une chose est de sensibiliser les gens, mais l'autre chose, c'est de pouvoir s'assurer que le message que nous passons, le message effectivement est entendu et mis en application par les communautés à la base. Et lorsque les communautés sont réticentes, alors que nous avons des lois aujourd'hui qui peuvent également aider à réprimander, à enlever de force peut-être, mais c'est pour le bien des communautés à la base, lorsqu'ils vivent dans des endroits inondables, que l'on leur propose à sortir de ces endroits inondables-là. Mais nous avons des lois qui sont faites, mais ces lois ne s'appliquent pas forcément. Ou lorsque vous allez vers les communautés, vous leur demandez de quitter ce milieu parce que ce n'est pas un milieu pour un bon vivre, ils vous disent, mais les autres communautés qui vivent là-bas, c'est une autorité qui les a autorisés à vivre là, et vous nous demandez à nous de quitter. Voilà des choses qui ne font pas avancer le message que les ONG passent quelquefois. Mais nous communiquons surtout, nous avons largement communiqué sur un certain nombre de projets et nous estimons quand même que le temps des sensibilisations, c'est un temps qui arrive déjà à son terme. Il faut passer effectivement à des actions pour pouvoir sortir peut-être de force les communautés si elles doivent continuer à être réticentes plutôt. Et nous avons également d'autres projets, des projets beaucoup plus concrets pour pouvoir introduire par exemple des cultures à courte durée de production. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut également mettre l'attention parce que lorsque la sécheresse sévit, alors que les communautés ont une certaine habitude de produire, de cultiver, et qu'aujourd'hui ces habitudes doivent être donc mises de côté. Il faut changer ces habitudes-là. Les cultures qui faisaient 3 mois pour pouvoir produire, il faut passer à des cultures de 1 mois et demi aujourd'hui. Et ces cultures sont donc expérimentées au niveau des institutions et nous vulgarisons également ces différentes cultures-là. Et ça, c'est des actions concrètes également sur lesquelles nous travaillons. Nous avons sensibilisé, nous avons largement sensibilisé. Depuis 10 ans, nous avons sensibilisé et nous estimons qu'il est temps maintenant de passer beaucoup plus à des actions pour pouvoir sortir de force les communautés qui doivent continuer à être réticentes à ces sensibilisations. Alors, vous avez sensibilisé, vous n'avez pas la force coercitive parce que vous n'êtes pas l'État central. ONG, quand même, vous devez avoir des liens avec le gouvernement pour pouvoir travailler sur le terrain. Est-ce que vous avez noté que depuis Paris, à ce jour, le Bénin a fait quelque chose, un progrès dans ce sens-là? Je peux dire que le Bénin est quand même à saluer dans la collaboration qu'il y a avec les organisations de la société civile. Quand certains de nos collègues d'autres pays parlent, même pour aller sur un plateau, il faut réfléchir quoi dire pour ne pas se faire chicoter en sortant. Nous n'avons pas ce problème au niveau du Bénin. Mais nous avons d'autres types de problèmes. La quasi-majorité des ONG qui travaillent au Bénin, qui reçoivent leur autorisation, leur mandat d'abord des populations, mais ensuite autorisation de l'État, doivent se tourner vers l'extérieur pour recevoir ces financements. La quasi-totalité des ONG.
Tous nos projets sont financés de l'extérieur. Il n'y a pas un mécanisme qui permet à l'intérieur de postuler à des projets et recevoir de l'argent venant de l'État ou des institutions, etc. Le FNEC, c'est-à-dire le Fonds national pour l'environnement et le climat, réussit à financer certaines initiatives, mais ça reste toujours insuffisant. Maintenant, depuis Paris, la société civile a été intimement associée, par exemple, à la rédaction de la 3e communication nationale. Nous faisons partie intégrante de la chose, nous faisons des actions de terrain, nous animons même un groupe de discussion qui doit produire un rapport qui va être versé à cette communication nationale pour permettre de donner la position de la société civile. Nous sommes au Comité national changement climatique, c'est un peu le Parlement du climat au Bénin, et là les débats sont très francs et nous avons la possibilité de dire à nos alter ego donc du gouvernement, lorsqu'on n'est pas d'accord avec certains documents qu'ils produisent, eh bien nous le disons haut et fort, ils nous donnent des informations qui justifient telle ou telle option et les discussions s'y passent. Et enfin, nous allons tous participer, que ce soit à Paris ou à Marrakech, nous participons en tant que membres de la délégation officielle du Bénin. Le Bénin n'est pas obligé d'autoriser les ONG, n'est-ce pas, à faire partie de sa délégation avec le badge pays. C'est un risque qu'ils prennent, parce que quand nous sommes activistes, nous allons soulever des pancartes quelque part avec le badge du Bénin, ça signifie que le Bénin fait de l'activisme. Mais ils prennent ce risque et nous avons bien entendu des garde-fous, mais c'est quelque chose d'intéressant de noter que le Bénin envoie plein de monde à faire réunion et nous travaillons dans différentes commissions. Tout ça là est à l'actif du pays. Voilà, nous allons donc vous retrouver tout à l'heure pour savoir la position des ONG par rapport à la COP 22, le sommet donc de Marrakech, qui s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui et qui va durer pratiquement près d'une dizaine de jours, puisque ça prend fin le 18 novembre. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la première partie de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour continuer le débat, donc s'occuper et parler de la position des ONG face donc à la COP 22, mais c'est juste après ce flash. En Côte d'Ivoire, il est interdit aux villageois vivant en bordure du parc du Mont Péco de travailler les champs qu'ils y avaient défrichés. Les agents jouent au chat et à la souris avec les occupants illégaux pour protéger une flore et une faune exceptionnelle, notamment des éléphants nains. Cette chaîne de montagne a été exploitée illégalement par des cultivateurs à la faveur de la crise politique qui a plongé la région dans l'anarchie. Dans une vallée brésilienne dévastée par un tsunami, debout après la rupture d'un barrage minier où 19 personnes ont péri, une vision incongrue des panneaux montrent des ouvriers souriant sous le slogan « Communiquer de manière positive ». Mais un an après la catastrophe de Samarco, une société détenue à part égale par 2 géants miniers, il y a peu de choses sur lesquelles communiquer. Le Pérou a libéré 17 000 tortues de rivière à torse jaune dans le parc national Pacaya-Samiria. Chaque année, pendant un mois, les autorités péruviennes chargées de préserver les zones sauvages libèrent quelques 500 000 de ces tortues dans la région de Loreto, au nord du Pérou, afin de maintenir le niveau de cette espèce à l'état naturel. Mesdames, Messieurs, le débat se poursuit sur SICA et nous parlons changement climatique avec le sommet de Marrakech, la COP 22 qui s'ouvre ce vendredi. J'ai mes invités à mes côtés. Nous allons donc parler de l'attente des OSC par rapport donc à ce sommet de Marrakech. Ils ont Christian Hunkanou, chargé de programme de jeunes volontaires pour l'environnement bénin. Encore une fois, merci de rester donc avec nous. J'ai également avec vous Maoussé Kodjo Ntondi, qui est le coordonnateur de projet changement climatique, directeur exécutif de l'ONG JVE Bénin. Merci encore une fois de rester à nos côtés pour continuer donc la discussion. On vous retrouve donc juste après cette transition. Alors, monsieur Mtondi, nous avons donc fait légèrement, sinon brièvement, le bilan de la COP 21. Aujourd'hui, s'ouvre donc sur le continent africain la 3e édition de la conférence des parties pour le changement climatique. La COP 22, le Maroc donc abrite la rencontre. Vous prenez une part active, non seulement en tant qu'entité, mais également en tant que représentant d'ONG. Qu'est-ce que vous attendez véritablement de cette COP 21, le 22 du mois? Alors la COP 22, pour nous, après la COP de la décision à Paris, nous pensons que la COP 22, c'est d'abord la COP africaine et la COP de l'action. COP africaine,
vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la première réunion après Paris qui se retrouve en Afrique. Et deuxième chose, la COP africaine, parce que durant cette année 2016, l'Afrique a encore payé un lourd tribut. Et donc, nous venons en Afrique, ou la COP vient en Afrique, en quelque sorte, pour se rendre compte et se rendre à l'évidence des difficultés qu'a l'Afrique. Et l'Afrique, c'est 54 pays, tous vulnérables au même titre. Donc, c'est la COP africaine. Ensuite, c'est la COP de l'action. Pourquoi? Chaque pays, en allant à Paris, a décidé de faire sa contribution. À quel niveau nous apportons des ressources pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, etc. Nous avons dit que dans cet accord, si nous respectons les engagements de chaque pays, nous ne sommes pas sur une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5, mais nous sommes sur une trajectoire de 3, voire 4 degrés. Donc, première action, c'est la relecture de ces contributions. Que tous les pays qui ont fait des propositions puissent les revoir de façon beaucoup plus ambitieuse. Ça, c'est le premier point. L'autre chose que nous attendons à Paris, à Marrakech, ça dépend des différents piliers. Nous allons parler du financement, nous allons parler de l'adaptation. Moi, je vais vous parler du financement. Vous savez, aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est une question de ressources. Or, le financement aujourd'hui de l'adaptation est un tout petit peu bloqué. Les pays qui sont habituellement connus comme de gros contributeurs sont face à des problèmes financiers et donc ne sont plus en mesure d'abonder les différents fonds. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que chaque pays respecte ne serait-ce que ses engagements financiers, en tout cas les plus grands donateurs. Et qu'on puisse réfléchir à mettre en place des financements nouveaux, que nous appelons des financements innovants, qui a été appelé de tous les vœux. Cette expression financement innovant s'est retrouvée dans le discours de plusieurs chefs d'État. Nous voulons que ça quitte les discours et qu'on aille maintenant vers de l'action. Il y a quelques années, nous avons parlé des taxes sur la transaction financière. Certains pays l'ont mise en œuvre, mais cet argent ne sert pas les intérêts du climat. Ça sert plutôt à boucher certains trous ailleurs au niveau économique. Enfin, nous voulons une meilleure comptabilité de ces financements climat. Qu'on arrête, comme nous l'avions dit, de faire du greenwashing. C'est une expression anglaise, mais en français, ça devient du vernissement des financements. Je prends un exemple. Le pays X, je ne veux pas donner de nom, a l'habitude de donner 10 milliards de dollars aux pays du Sud. Au lieu que ça devienne maintenant peut-être 14 milliards, c'est-à-dire les 10 milliards existants, plus 4 milliards maintenant pour les questions climatiques, on s'arrange toujours pour déclarer maintenant quasiment 10 milliards pour la question climatique. Et c'est ça notre combat aujourd'hui sur la question des financements. Et enfin, qu'on accélère le développement des financements innovants. C'est très important. Est-ce que vous pensez que les ONG ont véritablement un rôle à jouer à Marrakech? Oui, c'est très important. Si nous avions pu jouer un rôle très important déjà à Lima, pour que l'on prenne la décision de rédiger les outils de décision, de discussion à Paris. C'est-à-dire donc les contributions ont été donc décidées que ces contributions soient rédigées à Lima. Et que c'est sur ces contributions que nous avons travaillé à Paris. Nous avons également un rôle très important à jouer aujourd'hui à la COP donc de Marrakech. Et Marrakech reçoit déjà pour la deuxième fois la conférence des parties. Déjà la COP 7 a eu lieu à Marrakech en 2001. Et nous avons donc Marrakech qui est qualifiée de ville verte. Effectivement. Et nous avons donc la COP 22 qui revient aussi à Marrakech. Et la COP 22, c'est donc comme son nom l'indique, c'est la COP qui intervient donc après l'accord de Paris que nous avons eu. C'est donc la réunion, la conférence des parties qui ont adhéré à l'accord de Paris. Mais est-ce que vous pensez vraiment, comme M. Moutonji, que c'est vraiment la COP de décision? C'est la COP de l'action. La COP 21 a été une COP de décision. Nous avons eu des décisions. Cette fois-ci maintenant, il faut passer maintenant des décisions aux actions. Il faut que nous revenions de Marrakech avec des actions claires à mettre en œuvre pour pouvoir donc concrétiser tout ce que nous avons obtenu comme décision. Il faut que nous revenions... Quand vous parlez de financement de climat, alors que tout à l'heure, M. Moutonji l'a bien sûr signifié, les pays qui financent, surtout les pays du Sud, traverse aujourd'hui des crises économiques à divers niveaux. Est-ce que vous pensez que vraiment la COP de l'action dont vous parlez serait vraiment celle-là?
Oui, on aura les financements. Ça, nous partons sur quand même ne partons pas de façon pessimiste. Nous aurons les financements. Et sur les financements, en fait, je dois rappeler... doit faire face à sa réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, il y a un problème financier que chaque pays traverse. C'est vrai, la crise financière, elle est là, mais elle va passer certainement. Parce que face aux effets des changements climatiques aujourd'hui, si on ne fait rien, nous allons tous en pâtir, nous allons tous périr. Et donc, il faut effectivement que les financements viennent. Et par rapport au financement, il y a le mécanisme financier qui est mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce mécanisme financier-là continue donc d'être abondé par des ressources, par les fonds bilatéraux, les fonds multilatéraux. Nous avons le Fonds vert pour le climat aujourd'hui. Nous avons le Fonds d'adaptation aujourd'hui et d'autres mécanismes financiers. Et toujours par rapport au financement, je dois vous dire, comme là, nous l'avons rappelé au départ, le protocole de Kyoto est arrivé à expiration en 2012. Nous avons un second engagement du protocole de Kyoto qui n'a pas donc été signé par tous les États. C'est pourquoi très tôt, donc, l'accord de Paris qui rentre en vigueur, c'est une chose que nous saluons. Et donc, dans cet accord, nous avons des engagements financiers. Des engagements financiers à partir de 2020, c'est-à-dire que tous les pays se sont engagés pour donc aider les pays en voie de développement à avoir presque 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Mais ça, c'est à partir de 2020. Et nous, ONG, nous disons, qu'est-ce que nous serons en train de faire de maintenant jusqu'en 2020? C'est pourquoi, dans les recommandations que nous nous apportons à Paris, nous insistons que nous ayons également des engagements chiffrés de financement de maintenant jusqu'en 2020. Et nous nous demandons, parce que l'accord de Paris a retenu que les financements soient donc distribués de la façon suivante, 50% pour l'atténuation et 50% pour l'adaptation. Nous nous disons également que jusqu'en 2020, que nous ayons également 50% au moins de financement pour l'adaptation et 50% pour l'atténuation. Et que après 2020, puisque les conséquences des changements climatiques vont de façon grandissante, que les financements également augmentent, que l'on ne se limite pas donc à 100 milliards parce qu'on a pris l'engagement d'abonder, de financer à 100 milliards de dollars par an les pays en voie de développement, leurs actions d'adaptation, que l'on ne se limite pas seulement à ce montant-là, que l'on cherche donc à augmenter les ressources financières et surtout, nous insistons que nous ne continuons pas à nous endetter climatiquement. Nous mettons l'accent sur ça. La dette climatique, nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous demandons les financements innovants. C'est pourquoi nous demandons plus les dons des pays développés pour que nous ne continuions pas à nous endetter climatiquement, parce que c'est ça aussi la justice climatique. Alors, M. Moutoji, en attendant d'obtenir le financement de ces pays développés qui aujourd'hui traversent leurs différentes crises financières, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des actions sur le terrain de façon concrète? Vous avez commencé par donner déjà un exemple des sachets qu'on doit commencer par limiter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réflexes pour commencer par développer des réflexes pour la préservation du climat? Alors, l'autre des attentes que nous avons de Marrakech, c'est effectivement les énergies renouvelables. Et ça rentre aussi dans les actions concrètes que nous devons mener. Il n'est plus question aujourd'hui, par exemple, de continuer d'allumer au salon des néons qui sont consommatrices. Il faut pouvoir aller, ne serait-ce qu'à ce niveau, à mettre des lampes solaires avec un petit panneau et on s'illumine. Mais tout le monde n'a pas ces moyens. Oui, mais quand vous êtes dans des pays à revenus limités. En fait, la question pour moi des moyens est le premier rempart et c'est très simple. Mais la réalité, c'est que nous payons beaucoup plus cher ailleurs. Je vous donne un exemple. Une bonne lampe solaire qui peut vous illuminer dans une chambre vous coûte en moyenne 20 000. La batterie est là pour 10 ans. Mais cette ampoule que vous utilisez, vous payez beaucoup plus à la SBE. Et la SBE est obligée de produire cette quantité-là et en affectant sur des ressources fossiles. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, au Bénin, nous produisons aujourd'hui une bonne partie de notre énergie à partir de groupes. Et ces groupes utilisent quoi? Du kérosène, de l'essence, etc. Du gaz, dans certains cas. Tout ça, c'est des ressources. Donc, aller à Marrakech, c'est que nous voulons qu'il y ait effectivement de l'action au niveau des énergies renouvelables. C'est pour ça, nous, société civile, nous saluons les annonces qui ont été faites, par exemple, au niveau du Bénin, pour une première centrale à base du solaire. Nous espérons que les meilleures options techniques seront prises. Nous espérons que lorsque ça va être mis en œuvre, on associera la société civile
les ONG qui travaillent dans le domaine déjà. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est que pour répondre à des cahiers de charges, on va faire appel à des ONG. Mais ce n'est pas elles qui, effectivement, travaillent dans le domaine depuis des années. Eh bien, qu'on appelle ceux qui sont dessus, dedans. Vous recommandez l'expertise? L'expertise. Alors, en une minute, on va pouvoir donc sortir de cette émission. En une minute, quelles sont vos recommandations pour que la COP22 soit vraiment une réussite à Marrakech? Alors, d'abord, je dirais... en une minute. 2 axes. Premier axe, c'est au niveau international. Et bien que les discussions continuent d'être sincères, comme ça l'a été. Ça a démarré déjà depuis lundi, le panel technique, que les discussions puissent être sincères et que chacun sache ce pourquoi il s'engage. On ne s'est pas engagé juste pour les beaux yeux des caméras. Nous sommes dans un contexte où la majorité des chefs d'État qui ont signé, en tout cas les pays du Nord, sont soit en fin de mandat ou risquent de partir en 2017. Et bien que ça puisse continuer. Au niveau du Bénin, nous avons nos négociateurs qui ont fait un très bon travail à Porto Nouveau en fin de semaine passée, et bien qu'ils continuent de porter ces positions que nous avons travaillé ensemble à mettre en œuvre et qu'ils nous reviennent avec beaucoup plus de projets et beaucoup plus de possibilités pour notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission consacrée à la COP 22. Nous avons fait donc un bilan sommaire de la COP 21 pour donc déboucher sur les propositions des ONG par rapport à la COP 22 pour que cela soit vraiment une COP d'action en prélude donc aux objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, merci donc à chacun et à tous de nous avoir suivis. Ce sera donc tout et à très bientôt sur SICA.